Nous sommes à Paris, à quelques pas de la place de la Bourse, avec Cyril Tabé, qui est président directeur général de JFD Brokers, et deux représentants du bureau français qu'on avait déjà retrouvés dans un webinaire qu'on avait organisé à la rentrée. Donc Diego et Adrien, peut-être déjà vous laisser vous présenter et nous présenter votre rôle au sein de la société. D'accord, bonjour, donc Adrien Nechkovic, je suis le représentant, le directeur du bureau France à Sophie Antipolis, qu'on a ouvert récemment, début d'année, avec Cyril, et Diego qui est... Alors moi c'est Diego Massio, voilà, pour rappel par rapport à la dernière fois, moi je m'occupe donc des solutions d'investissement au sein de JFD Wealth. Donc c'est moi vraiment qui focus sur la conception des produits et des offres d'investissement pour notre clientèle. Voilà. Tu peux peut-être rappeler un petit peu ton background aussi. Oui, rapidement, moi c'est vrai que je suis issu donc de la banque d'investissement, notamment des banques françaises, Société Générale, Crédit Agricole, puis ensuite des institutions financières sur Londres, comme BGC Partners, avant de peut-être... Tu manages combien, il gère combien Alors c'est un des trois plus gros, on va dire, institutions, c'est américain à la base, et gère pas mal de... Je crois que c'est 300 milliards, voilà. Chose comme ça, je crois. Oui, du coup, avant de revenir sur la France pour développer cette activité avec Adrien et Cyril. Voilà. Très bien. Du coup, aujourd'hui, on va axer le thème sur justement cet aspect gestion que JFD met pas mal en avant. Là, en début de semaine, j'étais à un sommet à Londres et Cyril, tu étais présent, notamment lors d'un débat avec d'autres personnes représentant différents courtiers majeurs. Un des aspects sur lesquels tu mettais l'accent, c'était justement l'aspect gestion. Déjà, pourquoi? À la base, JFD, on connaît l'offre maintenant depuis quelques années. Donc, vous êtes positionné notamment en tant que courtier à destination des particuliers pour fournir des conditions interbancaires proches ou équivalentes à ce qu'on peut avoir en banque, avec un réel spread interbancaire et une commission qui vient s'ajouter pour un souci de plus de transparence. Récemment, donc, vous avez structuré aussi trois différentes divisions de la société. Ouais, alors il y a JFD Brokers, là, ce que je viens d'évoquer, JFD Wealth, après JFD Prime qui est plus B2B avec la fourniture de liquidités à différentes institutions ou à d'autres courtiers, etc. Donc aujourd'hui on a pu s'intéresser à cet aspect. On l'avait un peu évoqué justement lors du webinaire avec les deux représentants du bureau français. Il y avait également deux autres personnes qui étaient là. Pourquoi mettre l'accent sur cet aspect et diriger vos activités dans ce sens? C'est une bonne question. Déjà, Fabien, je te remercie. C'est vrai que là, on s'est vu à Londres, donc c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Je voulais juste rappeler qu'on a prolongé en fait notre séjour à Londres pour rencontrer la presse anglaise. On est en train de faire vraiment une sorte de presse tour à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est à Paris pour rencontrer la presse française, et puis on n'oublie pas l'audience de Vidéo Bourse. On est toujours fidèles, et toi aussi toujours présent au rendez-vous, donc on t'en remercie. Et puis la semaine prochaine, on sera aussi en train de couvrir l'Allemagne. Donc voilà, c'est l'opportunité pour nous un petit peu de rappeler que ce qu'on a réussi à faire finalement au niveau du courtage, on est en train de le répliquer au niveau de la gestion. Alors en gros, au niveau du courtage, c'est vrai que on a réussi sur les 4 dernières années, ou presque, de permettre en fait à une clientèle de particuliers avisés de pouvoir traiter directement sur le marché des devises étrangères dans des conditions interbancaires, institutionnelles. Donc on a réussi vraiment à démocratiser ça. Et au niveau de la gestion, c'est à peu près la même problématique. C'est vrai que d'un côté, on a des banques privées qui opèrent sur des architectures ouvertes, où par exemple si on se retrouve chez Crédit Suisse Banque Privée, on va peut-être avoir un portefeuille composé de produits qui vont être issus de Barclays, de Rothschild et d'autres sociétés. Donc c'est vraiment une architecture ouverte, ce qui va aller dans le sens du client, ce qui lui convient le mieux, ça sera déployé pour lui. Quand tu passes dans la banque de détail, donc, et que tu n'as pas accès à la banque privée, ce sont des architectures qui sont vraiment fermées. On va te proposer des produits qui ne sont que offerts ou disons définis par la banque de détail. Il y a très peu de choix, et puis finalement les rendements ne sont pas excellents. Donc nous, on trouve qu'il y a vraiment un décalage trop important à ce qu'on offre à la clientèle, l'élite finalement de la banque privée, et le marché de masse finalement de la clientèle
des banques de détail. Entre les deux, c'est vrai qu'on a beaucoup de CGP, notamment en France, mais c'est vrai qu'en Angleterre, en Irlande d'ailleurs, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle des IFA, des Independent Financial Advisors, qui essayent finalement de travailler un petit peu mieux que les banques de détail, mais qui n'ont pas la capacité de faire aussi bien que les banques privées. Et nous, on essaye de réduire finalement cet écart en proposant des produits qui vont générer de l'alpha, donc de la performance absolue, qui vont pouvoir complémenter des offres qui sont un petit peu plus sécuritaires. Alors c'est un petit peu ce qu'on a développé nous au sein de JFD, mais au niveau de la gestion, il y a énormément de gestionnaires émergents qui ont de bonnes performances et qu'on a envie d'adresser au maximum, non seulement pour les aider à mieux travailler, mais aussi pour les aider à trouver finalement des clients, à distribuer leurs produits, à les intégrer aux nôtres et à avoir en fait une offre la plus complète possible à destination du marché des particuliers avisés. C'est très important pour nous de travailler toujours dans le sens du client. Et c'est vrai que quand on regarde, tu sais, les différents indices qui sont faits par, je sais pas, par exemple New Edge, Barclays. Donc on a par exemple le Barclays CTA Index. CTA, ça veut dire Commodity Trading Advisor. En gros, ce sont les gestionnaires. Et quand on fait la différence entre les gestionnaires qui sont vraiment établis, qui ont des milliards en gestion, et les gestionnaires dits émergents, on regarde ça et on voit qu'il y a une grosse différence au niveau des retours finalement de la performance. Donc en gros, les gestionnaires établis vont plus se rémunérer sur les frais de gestion. Donc ce sont des frais de gestion en général, c'est 2%. Ouais. Et il y a tellement de milliards, enfin il y a tellement d'actifs finalement d'encours que ça génère des revenus. Et donc sur la performance, ils sont beaucoup plus frileux, alors que les gestionnaires émergents vont vraiment se rémunérer sur la performance. Et donc il ne s'agit pas de prendre plus de risques, mais d'être, disons, plus axé sur la performance. Alors c'est vrai que je regardais là sur c'est Anthony chez nous qui travaille vraiment là-dessus. Donc il m'a sorti plusieurs études qui démontraient qu'entre 2009 et 2013, quand on prenait les gestionnaires, on va dire, vraiment établis, donc les plus gros sur ces index-là, Barclays, New Edge et autres, Perkin aussi, je crois qu'il m'avait montré, on voyait que la performance, elle était négative de 2,98%, bon, c'est pas dramatique, mais par contre, les CTA émergents, eux, avaient pris une performance positive de 38%. Donc on voit vraiment la différence. Et c'est pour ça que nous, on a envie de se focaliser sur ces gestionnaires émergents, de faciliter leur travail et de permettre finalement à nos clients et aux investisseurs particuliers de savoir où les trouver, comment investir sur ces produits-là. Et travailler avec des CGP fonctionne très très bien parce qu'ils ont la proximité, ils savent travailler avec les clients, ils les connaissent et ils peuvent vraiment bien les conseiller sur les allocations. Donc pour résumer, c'est vrai qu'on a une offre aujourd'hui qu'on est en train qui existait déjà, mais qu'on a vraiment complémenté avec des solutions additionnelles, une offre d'accompagnement de ces gestionnaires émergents. Ça commence par la fourniture d'une licence, donc avoir des gestionnaires qui travaillent de façon complètement régulée. Ensuite, ça passe par une exécution, donc des services d'exécution qu'on offre, c'est notre métier, donc d'accès direct au marché dans des conditions institutionnelles, à un tarif très compétitif. Ensuite, on a des solutions donc de distribution. Évidemment, alors ces distributions-là, c'est soit des distributions en ligne, parce qu'on a des clients qui sont actifs, qui recherchent ce type de produit, mais ce sont des distributions aussi plus classiques, donc avec un réseau de CGP et d'Independent Financial Advisors qui sont mandatés par JFD, qui sont complètement régulés, qui ont des assurances professionnelles, qui connaissent leurs clients, donc sur lesquels nous on peut se reposer pour conserver disons la qualité de service qu'on veut offrir au client final, et aussi un choix de véhicules d'investissement, certains qui sont listés comme des certificats, des fonds alternatifs d'investissement ou des ETF qu'on va offrir en fait à ces gestionnaires émergents à un tarif qui va bénéficier d'économies d'échelle finalement, parce que nous on a déjà la possibilité où on a pu déployer ce type de véhicule là et on ouvre en fait des poches pour ces
ces CTA, ces asset managers, ou pardon, je parle un petit peu en anglais, ces gestionnaires émergents, qui leur donnent en fait un accès à bas coût, à faible coût, pour pouvoir distribuer en fait ces produits-là. Voilà, en gros. Ok, alors du coup il y a pas mal de questions. Ouais. D'une part, a priori vous n'êtes pas les seuls à être intéressés par ce type de possibilités. Il y a plein de choses qui se font, alors soit par des courtiers, également par des sociétés externes, pour proposer justement les services de traders qui ont une performance et un track record de qualité, etc. Alors ça se fait soit via le trading social, un peu chaque courtier il va dans son côté. Comment s'y retrouver? Enfin, il y a d'autres solutions, même par exemple, je pense à MyFXBook qui propose des systèmes d'auto-trade, il va y avoir Zulu Trade, enfin, tous ces services-là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, c'est un peu dur de s'y retrouver. Comment vous voyez les choses et comment vous voulez vous positionner par rapport à ça? En fait, la personne qui va investir son argent, comment elle va se repérer? Quel gage de qualité va-t-elle avoir pour juger qu'un track record est bon et investir sereinement en fait son argent? Ok. Je peux peut-être démarrer. C'est vraiment une très bonne question, hein, parce que c'est vrai qu'on voit, je sais pas, eToro qui a sa plateforme de trading social. Je pense que tu faisais un peu référence à ça. Il y en a d'autres. Il y a quoi MyFXBook, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Currency qui avait été racheté par Honda, voilà. qui a fermé derrière. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'était ce type de modèle aussi. Voilà, par exemple. Bon, j'envisage. Il y a aussi d'autres solutions, comme par exemple, je sais pas, il y a TradeNC, tu sais, qui liste un petit peu des IA comme ça que tu peux sélectionner. Il y en a d'autres aussi, FX Pro qui a le Super Trader aussi, cette sorte de plateforme où tu vois. Alors moi, je pars de ce principe. Donc la première chose, c'est que il faut savoir où se situe le risque, qui prend le risque. Déjà, ça c'est la première question, je pense, à se poser. Est-ce que je veux prendre le risque moi en tant qu'investisseur, ou est-ce que je veux que quelqu'un gère ce risque en mon nom? Ça c'est très important. Quand on va traiter par exemple sur eToro, sur Super Trader, je crois, de FX Pro, en fait tout ce qu'on a listé là, finalement il y a pas grand chose qui change. Au lieu d'appuyer sur le bouton soi-même, il y a quelqu'un d'autre qui va appuyer sur le bouton, mais le risque c'est l'investisseur qui va le prendre. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est à nous de le prendre, le risque. C'est l'investisseur qui va le prendre. Et moi je trouve, c'est bien, c'est pas mal, mais il y a d'autres solutions. Et je pense que les régulateurs, quelque part, leur travail, c'est de s'assurer que le client particulier, finalement, qui a moins d'expérience, il peut être avisé, mais ce ne sera pas un trader de chez Goldman Sachs, etc. C'est pas son métier. Cet investisseur-là prenne le moins de risques possible, en tout cas soit vraiment au courant de tous les risques possibles. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a des gestionnaires qui sont régulés. Donc il y a des organismes de régulation qui sont là pour contrôler finalement les performances et les qualifications de ces gestionnaires-là. Donc on sait qui c'est, on a leur numéro de téléphone, on peut se retourner contre eux, on peut aller voir le régulateur en disant bon, voilà, il a mal géré, il n'a pas respecté les paramètres de risque qui ont été signés. Il y a des contrats, il y a des LPOA, etc. Puis ensuite tu as différents, là je parlais des véhicules d'investissement comme des fonds, des certificats, etc. On sait où va l'argent. Là aussi, il y a un deuxième niveau de qualification. Quand on lance un certificat ou un fonds, il y a d'autres organismes de régulation qui vont s'assurer que les stratégies qui tournent sont qualifiables et donc sont qualifiées. Donc voilà, il y a tout ce processus de qualification qui fait que le risque, il y a des contrats, c'est le gestionnaire qui va le prendre, et ce risque-là, il a été préqualifié par un certain nombre d'organismes, soit le régulateur qui va réguler le gestionnaire lui-même, ou le régulateur qui va réguler le véhicule d'investissement qu'il va utiliser. Voilà. Okay. Si je peux ajouter quelque chose, déjà, il y a un gros travail qui est fait au préalable par les équipes au sein de JFD Wealth, déjà pour, en gros, étudier la stratégie, savoir si cette stratégie correspond aux critères de risque que JFD Wealth est prêt à proposer. Et en gros, toutes les équipes se mettent d'accord avant d'envoyer au niveau supérieur à ces régulateurs qui vont pouvoir les envelopper pour leur donner des régulations et tout ça. Donc il y a déjà une qualification qui est faite au préalable par les équipes de JFD Wealth. Alors que je pense sur MyFXBook, eToro, etc., il y a
Il n'y a pas cet aspect de Voilà, régulation. Et du coup, vous derrière, c'est une régulation FCA. Donc c'est-à-dire que derrière les personnes qui vont passer par JFD pour gérer les fonds de tierces personnes, c'est une régulation FCA qui s'applique. C'est ce qu'on a choisi. C'est le régulateur anglais qui est sans doute l'un des plus carrés. Le gestionnaire sera enregistré au registre de la FCA à titre personnel. Voilà. En fait, c'est une garantie, c'est ça un peu que tu défends. C'est ça. Oui. Ce qui va différencier cette offre de ce qui se fait ailleurs, c'est une garantie de la part d'un régulateur aussi connu et reconnu que le FCA. En fait, c'est vrai que jusqu'en 2013, nous, on avait tendance finalement à proposer à ces gestionnaires émergents notre propre licence ombrelle, donc sous JFD. Donc c'était intéressant, mais finalement c'est beaucoup de travail parce qu'il faut soi-même, disons, non seulement qualifier, mais il faut systématiquement entretenir en fait cette qualification-là. Donc quand un gestionnaire va travailler sous notre ombrelle, on va prendre le risque, c'est normal, hein, et le suivi, la gestion de ce risque-là, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on a eu tellement de demandes de gestionnaires, on s'est dit à un moment donné, c'est pas notre métier non plus de travailler dans ce sens-là. Alors on s'est retourné vers des organismes en fait spécialisés là-dessus. On a choisi l'Angleterre parce que la FCA, comme tu l'as dit, ça reste l'organisme de régulation de référence, notamment en Europe, mais aussi peut-être dans le monde. Hein, au même niveau que la NFA, la CFTC aux États-Unis, donc ils sont extrêmement sérieux et pour pouvoir en fait réduire finalement le travail en interne que ça peut engendrer et en même temps répondre à la demande pour être scalable. Je ne sais pas quel est le mot en français. C'est scalable, voilà, c'est pouvoir continuer à travailler dans ce sens-là et faciliter ces gestionnaires-là. On a décidé de fait avec une société externe qui ne fait que ça et ça fonctionne très très bien pour nous. Peut-être que Diego, tu peux nous dire 2-3 mots sur je sais pas, cette qualification-là. Alors, donc oui, effectivement, sur cette ombrelle, donc comme vous l'avez évoqué, il y a effectivement un screening qui se fait donc chez JFD une fois que on va dire on a effectué une première classification en fonction des clients qu'il a, s'ils sont avisés ou non, du track record, de l'expérience qu'il a eue en trading, ainsi que peut-être soit ses expériences professionnelles, soit sa formation. On transmet ensuite le dossier à nos partenaires donc en Angleterre qui eux vont effectuer ce qu'on appelle donc un KYC, Know Your Customer, pour s'assurer des contraintes réglementaires type casier judiciaire, etc. Une fois que cette étape est franchie, le gestionnaire donc émergent sera pointé à la FCA, enregistré là-bas, et il pourra donc exercer tout en utilisant notre... À travers l'Europe en plus. Voilà, à travers l'Europe, tout en utilisant notre liquidité. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que nous on n'est pas en train d'enfermer, si je peux me permettre. On a fait une vraie sélection au niveau de ces partenariats-là, parce que c'est vrai qu'on peut trouver, c'est un petit peu une jungle, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a un certain nombre de sociétés qui offrent ce type de licence ombrelle, souvent avec des contraintes plus ou moins importantes, donc des fois des contraintes de coût, parce que ça peut être assez cher, des contraintes, je sais pas, par exemple une ponction sur les frais de performance, une ponction sur les volumes traités, sur les pourcentages de dépôt aussi, sur les pourcentages de dépôt, enfin bon bref, donc il y a vraiment, on trouve de tout. Et c'est vrai que l'avantage, encore une fois, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que nous, comme on a une force de frappe assez importante, on arrive à négocier finalement des conditions d'accès qui sont préférentielles. Et là, en l'occurrence, il n'y a aucune obligation. Ils peuvent prendre la liquidité de JFD ou pas. Et combien ça coûte déjà la licence? C'est juste un frais mensuel, c'est ça? Voilà, c'est un frais mensuel et les premières régulations, c'est entre 1000 et 1500 euros. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable de le mentionner. Puis il faut aussi donc préciser que ce coût, il représente d'une part l'ombrelle, mais il y a aussi derrière le service de compliance, puisque notre partenaire donc évalue sur une base régulière donc que les stratégies, les paramètres de risque corroborent bien avec la stratégie qui a été mise en place au début, ainsi qu'un full KYC check aussi sur l'intégralité des clients avisés que le gestionnaire va gérer. Donc il y a
vraiment un contrôle. Et aussi total. un monitoring complet de la stratégie 24 heures sur 24 pour bien être sûr que le gestionnaire reste dans le cadre qui a été certifié et signé avec le client. D'accord. Ok. Des questions par rapport aux clients finaux, c'est-à-dire la personne qui veut investir son argent. Tu as dit un peu démocratiser justement les offres de gestion. Le particulier va avoir peut-être... quelqu'un qui va investir sur ce type de stratégie va avoir entre, on va dire, 5 000 et quelques dizaines de milliers d'euros. À partir de quel montant cette offre est ouverte à une personne qui souhaite investir? Bon, alors là, c'est vraiment, ça dépend du type de produit, du véhicule d'investissement. Alors, on va dire qu'au niveau des véhicules d'investissement, on a, à l'heure actuelle, on en a 4 de disponibles. On a les comptes gérés, je pense que tout le monde connaît chez Vidéo Bourse. Hein. Oui. On a les ETF qui sont listés. On a les certificats qui sont émis par des banques suisses, en l'occurrence chez nous, et qui sont listés en Suisse et en Allemagne. Et on a les fonds alternatifs d'investissement qui sont eux listés chez nous au Luxembourg. Alors, sur les AIF, donc les Alternative Investment Funds, les fonds alternatifs d'investissement, là, ça ne s'adresse qu'à une clientèle de professionnels. Ouais. Hein, avec un dépôt minimum de 125 000 euros. Donc c'est moins démocratique. Mais bon, c'est comme ça que c'est. Voilà. C'est ce qui permet de qualifier d'un client averti. Voilà. Le dépôt minimum de 125 000 euros, c'est le client averti. C'est réglementaire, c'est comme ça. Et donc là, à ce moment-là, cette première offre, c'est quoi? C'est la personne qui veut y souscrire, elle achète quoi concrètement? Un contrat? Alors en fait, nous on leur... alors juste pour terminer, les certificats, le dépôt minimum c'est 1 000 euros. Donc là, c'est beaucoup plus démocratique. Les ETF, je crois que ça peut être fixé même à quasiment 1 euro. 1 euro. Quasiment, non. D'accord. Là, c'est beaucoup plus flexible. Et les comptes gérés, bon, c'est pareil. C'est à la discrétion du La gestionnaire. voilà. D'accord. Alors, s'il y a des stratégies qui ont, je ne sais pas, pour certaines raisons, besoin d'avoir des comptes minimum de 10 000, 5 000, 20 000, ça, c'est vraiment le gestionnaire qui va nous dire pour les comptes gérés. Voilà, pour les autres, c'est donc les ETF à partir de 1 euro, hein, quasi, voilà, rien. Les certificats à 1000 et les fonds alternatifs d'investissement 125 000. Donc tu disais, parce que je t'ai coupé. Ouais, du coup, pour ces 4 différentes classes d'actifs, comment ça se passe? Est-ce que la personne achète un contrat auprès d'une bourse, auprès d'un échange externe? Vous avez parlé de contrat en Suisse. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe via JFD? Est-ce que finalement c'est un produit? Voilà, alors en fait, comment ça se structure? En fait, là aussi c'est un petit peu difficile des fois de s'y retrouver. Et d'ailleurs, bon, ça tu peux en parler de ta propre expérience, parce que c'est vrai qu'Adrien, avant d'intégrer JFD, était un client de JFD, hein, c'était un gestionnaire. Et c'est vrai qu'on a contribué en fait à notre développement. Voilà, on en discutait ensemble et il me disait ça a été quand même difficile de savoir comment faire, avec qui, avec quoi, et on s'est dit bon, il faut vraiment mettre en place. On avait déjà une offre d'accompagnement des gestionnaires, ça depuis des années, mais on a voulu consolider tout ça. Alors comment ça se passe? Nous, ce qu'on a décidé de faire, d'un côté on a des gestionnaires émergents vraiment qui démarrent, donc on va prendre l'exemple d'un gestionnaire de portefeuille dans une banque, on va dire, je sais pas, disons le Crédit Agricole ou n'importe quoi, qui a un certain nombre d'encours sous gestion et qui se dit à un moment donné, moi, si je me mets à mon propre compte, j'ai toute l'expérience depuis des années, mais je me mets à mon compte et je récupère 10-20% de mes encours parce que je connais bien ces clients, mais par contre l'ensemble des revenus me reviennent, je gagnerais mieux ma vie peut-être que si j'étais encore auprès de la banque, etc. Et j'ai envie d'être à cet esprit d'entreprise pour X raisons ou d'autres. Donc cette personne-là, d'abord, si elle veut commencer à monter un fonds elle-même, ça peut lui coûter un demi-million, ça peut être des sommes assez importantes. Nous, on est passé par là, et donc ce qu'on a la possibilité de faire, c'est d'ouvrir des poches dans des structures qui sont préexistantes, et donc de leur permettre de faire de vraies économies d'échelle. Donc non seulement quand on leur apporte la possibilité de travailler avec une licence ombrelle qui a été préqualifiée par JFD et qui est disponible à un coût vraiment raisonnable,
Deuxièmement, de sélectionner donc des véhicules d'investissement qui sont aussi disponibles à des coûts raisonnables. Je pense que Diego pourra nous donner 2-3 détails comme ça sur des chiffres, etc. C'est déjà une très très bonne chose. Et en fait, au-delà de ça, en fait, Fabien, on arrive à accompagner ces gestionnaires en leur disant le jour où ils sentent que leur activité a vraiment pris un bel envol, Diego nous le dira aussi, on leur permet de mettre en place leur propre société de gestion, c'est-à-dire de ne plus avoir à passer par une ombrelle, mais de détenir leur propre société de gestion et tout ce que ça représente finalement dans le développement d'une activité de gestion. Alors peut-être que tu peux détailler. Oui, alors je pense qu'important c'est justement la souscription client sous les différents types de supports. C'est ça un petit peu que tu voulais savoir par rapport à... Donc, aussi pour le gestionnaire, comment il fait, combien ça lui coûte, c'est ça, d'ouvrir un certificat Les deux aspects. C'était les deux aspects. Oui, en l'occurrence Adrien, c'est ça, la personne qui veut investir. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas, en fait, les deux aspects sont intéressants parce que dans notre audience, je pense qu'on va avoir des personnes potentiellement intéressées pour investir dans des stratégies ou auprès de gestionnaires. Il va y avoir aussi des personnes, des traders qui ont peut-être des bonnes stratégies, qui sont intéressés pour monter leur activité, des portes qui ne s'ouvrent pas forcément facilement. Au moins on a plus d'informations, on sait qu'il y a des solutions vraiment carré avec un chiffre, un coût vraiment précis qu'on peut avoir en tête, donc c'est plus transparent. Donc les deux côtés sont intéressants, effectivement. Alors oui, il y a deux aspects. Donc déjà, par rapport au véhicule d'investissement, ce qui va faire vraiment le choix du bon véhicule d'investissement pour le gestionnaire émergent, c'est principalement le nombre d'encours qu'il a, parce que selon les cas de véhicules qu'on a vus, il y a forcément des frais de mise en place. Les comptes gérés, je pense que tout le monde connaît déjà, et c'est ce que nous on propose depuis des années chez JFD. Il n'y a pas de coût de mise en place. C'est vraiment une solution très très flexible qui permet de prendre des clients à partir de ça dépend selon la discrétion du gestionnaire. Voilà, la discrétion du gestionnaire. Sur les certificats, donc ça c'est des produits qui sont listés et cotés en bourse. Donc on a, nous on a décidé donc donc c'est émis par des banques suisses et ça va être coté soit sur la banque suisse, donc le SIX, soit sur la bourse suisse. Voilà, sur la bourse suisse, soit sur la bourse donc allemande de Francfort. Voilà. Donc pour le certificat, il y a un frais de setup. Nous, on recommande, pour lancer, on va dire, le certificat, aux gestionnaires d'avoir au moins quelques millions d'encours clients pour démarrer ce type de support, on va dire, pour démarrer... Ça peut démarrer à moins, mais c'est vrai que c'est le... Mais il y a un frais, il y a quand même un ticket d'entrée qui est non négligeable. Et tu peux dire, en fait, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a sur les comptes gérés, il n'y a pas de frais particuliers qui vont être ponctionnés en fait, ou qui vont réduire la performance finale, d'accord? Mais sur ce type de produit, tu as quand même des frais. Même si ces frais ont été négociés, ils vont... effectivement. Alors ces frais, plus tu as de dépôts, moins ça génère en fait d'impact. Moins ça dégrade la performance du produit. Alors ces frais, ils sont notamment liés à la régulation, au fait que justement ces produits sont listés en bourse, qu'il y a, on va dire, une couche supplémentaire de surveillance sur le produit. Et puis aussi l'accessibilité de ce support à travers les banques locales de chaque client via leur compte titre. C'est ça, tu as un numéro ISIN, tu vas dans ta banque, tu leur dis je veux mettre 10 000 ou 5 000 là-dessus, et ça se fait comme ça, il n'y a pas besoin d'ouvrir de compte, de passer par un truc, c'est automatique, c'est comme si tu achetais une action ou pas. Voilà, exactement, c'est fait sur le compte titre directement du client, donc il envoie donc de son compte titre. Il achète des parts de ce certificat. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le certificat. Comme Cyril l'a dit tout à l'heure, c'est accessible. Généralement, les certificats sont accessibles à partir de 1 000 € pour les clients. On peut aussi dire par exemple que sur les marchés allemands, suisses et autrichiens, donc les marchés germanophones, les certificats sont extrêmement populaires. Il y a énormément de banques en fait qui en émettent. Et c'est l'équivalent un petit peu de l'assurance vie en termes de popularité, donc l'assurance vie en France. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement populaire. Et nous, ça fait un moment que nos clients nous demandent en fait d'émettre des certificats. Alors c'est vrai que cette année, on a vraiment travaillé dessus. Et aujourd'hui, on permet aux gestionnaires émergents d'en tirer profit. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est vrai que le certificat, ça a la vocation d'être très flexible.
notamment au niveau de la gestion, puisqu'on peut travailler sur plein de sous-jacents différents, 24 heures sur 24. Et voilà, ça c'est vraiment l'avantage de ce support-là. Au niveau de la nav, ça se passe comment? Alors la nav, on peut choisir, mais c'est vrai que idéalement. Pour rappeler ce que c'est la nav. Alors la nav, c'est la valeur liquidative du produit, donc c'est sa valeur nette d'inventaire à un instant donné. Et donc c'est vrai que là, idéalement, sur ce genre de produit. Si tu as une nav mensuelle, ça veut dire que pendant un mois, tu ne sauras pas si ça a pris ou si ça n'a pas pris. Il faut attendre la fin du mois. C'est la cotation. La cotation. Voilà. Donc, alors que si tu as une nav quotidienne, c'est tous les jours, etc. C'est-à-dire que voilà, tu peux racheter le produit tous les jours et tu as sa valeur, la valeur du portefeuille tous les jours. Donc c'est ce qu'on appelle une nav ou une VL journalière. Et VL, ça veut dire quoi? Valeur liquidative. Voilà. Et ensuite, donc après, on a un autre support qui est le fonds d'investissement spécialisé, donc AIF en anglais, qui lui, comme on l'a dit tout à l'heure, est vraiment pour une clientèle, on va dire particulier mais professionnelle, puisque le ticket d'entrée lui est de 125 000 euros. Là, on est encore sur un niveau, on va dire, de régulation assez élevé, puisque nous, on s'est associé, on peut proposer ce genre de support dans des juridictions telles que le Luxembourg ou la Grande-Bretagne et même aussi Chypre. Et là vraiment c'est un fonds d'investissement. Donc on peut aussi choisir donc la fréquence de la valorisation du fonds, de la nav, voilà en l'occurrence. Alors il faut dire que plus la fréquence est élevée, plus ça coûte cher. Voilà, plus les frais sont. Tu as quand même des frais de traitement, etc. Et alors, donc là, c'est pareil pour ce type de support. Là, on a donc un frais de mise en place qui est relativement faible. Par contre, l'intégralité du fonds, parce que là, pour le coup, c'est un produit vraiment qui est audité, qui subit une surveillance donc, du régulateur permanente, qui est coté, qui est listé sur les bourses. Et donc sur ces produits-là, effectivement, ça a un coût. Donc on recommande pour les gestionnaires donc d'arriver sur ce genre de support quand il a des encours clients autour des 7 millions d'euros. Voilà. Donc c'est un niveau encore, supérieur. Ok. Dernière chose, par rapport au site de JFD Wells, est-ce qu'on va retrouver dessus justement des produits qui proposent des performances intéressantes, ou est-ce que c'est plus une présentation globale des services? Le client final qui va investir son argent, s'il va sur le site de JFD Wells, il peut retrouver plusieurs stratégies performantes qui lui sont proposées. Il faut qu'on mette ça en place, parce que c'est vrai que tu l'as dit, pour l'instant c'est plus informatif. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de produits sur lesquels on travaille déjà, on a des clients qui investissent, etc. Mais on n'est pas en train de mettre toute une liste sur le site. La vraie question qu'on est en train de se poser, parce qu'on va lancer cette nouvelle plateforme qui est basée web, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, mais ça va arriver, c'est soit finalement de mettre toute la liste de ces produits sur le site web, soit plutôt de l'intégrer sur la plateforme pour pouvoir vraiment suivre quasiment en temps réel, et quand il y a des naves qui sont quotidiennes, etc., c'est beaucoup plus facile finalement de montrer ces produits plutôt que d'avoir à réactualiser constamment le site. Donc c'est un choix qu'on est en train de faire, mais on va mettre ça en place. Pour l'instant, quand les clients sont intéressés, de toute façon, ils nous contactent, on leur envoie des fiches produits, ils ont accès à toute l'information et puis ils peuvent trouver. Ce qu'on peut dire aussi au niveau de la présentation des produits et de la distribution, c'est que ça c'est un service qui sert JFD, mais qui va aussi pouvoir servir les intérêts des gestionnaires émergents avec qui on va travailler. C'est qu'on a un réseau de distribution non seulement en ligne qu'on connaît, mais on a un réseau de distribution plus classique qui est composé donc de CGP, de CIF, et en Angleterre, en Irlande, on en a aussi, donc on les appelle les IFA, les Independent Financial Advisors. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est que ces professionnels-là sont complètement régulés, ils sont encadrés, ils ont une bonne connaissance de nos produits et aussi une bonne connaissance des besoins de leurs clients. Il y a une vraie proximité et donc il y a un vrai accompagnement du client dans la décision, en tout cas l'allocation de ces actifs sur toute une gamme de produits. Et nous on essaye, comme je le disais un petit peu au début, de les accompagner au mieux avec une vraie sélection de produits
qui sous une plateforme ou une architecture ouverte qui va leur permettre de répondre au mieux, au plus près. Disons, on ne remplacera jamais une banque privée, mais on se rapprochera un petit peu de ce niveau de service qui reste un petit peu notre objectif. On veut vraiment aller dans ce sens. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette proximité que notre réseau de distribution a avec les clients permet de nous faire des retours à nous et nous en interne d'étudier des produits justement pour s'adapter au mieux à la clientèle qu'ils adressent. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre des produits au goût du jour pour pouvoir distribuer et toucher la plus large clientèle possible. On peut peut-être parler des produits structurés, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, et ça c'est intéressant, parce que des fois on a des mandats de CGP ou de CIF sur des produits structurés. Je crois que là dernièrement il y en avait un, c'était quoi, sur 2,5 millions. On peut donner des exemples comme ça? Oui, voilà, on a un client qui nous appelle, justement un CIF nous appelle, il a un client qui a fait une opération immobilière qui a 2,5 millions à placer sur un terme assez court, on va parler d'1 an et demi justement. On est capable de traiter la demande, nos équipes font des recherches via les plateformes et nos partenaires, et derrière ils arrivent à sortir des produits adaptés, vraiment faits sur mesure pour la demande du client. Tu veux parler des produits structurés peut-être? Oui, il me semble que c'était quelque chose sur lesquels les auditeurs de Vidéo Bourse étaient assez intéressés la dernière fois, lors du webinaire. Effectivement, donc c'est vrai que nous on propose ce genre de service notamment pour les CIF et les IFA qui ont vraiment des requêtes particulières par rapport à leurs clients. En fonction de leur horizon, en fonction de leur horizon d'investissement, de la somme, du risque qu'ils veulent prendre, du profil et de l'objectif de rendement, on est capable de designer un produit sur mesure qui réponde à leurs besoins. Voilà, donc c'est vraiment ça l'objectif du produit structuré. Alors on a une plateforme comme ça qui nous permet de le faire, donc qui n'est pas mise à la disposition du client, qui est utilisée en interne chez JAD-Well, mais je crois que l'intérêt vraiment de cette plateforme, c'est de pouvoir quasiment en temps réel de structurer n'importe quel produit. Tu pourras nous expliquer. C'est vrai que ça fait partie des innovations les plus récentes qui facilitent cette activité-là. Ça n'existait pas il y a, 5 ans. Et à cette époque-là, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'appeler la banque sur le desk des produits structurés en disant voilà, j'ai un client qui veut ça, si. L'autre fait un petit peu un travail, rappelle, renvoie. Au bout de 5 coups de fil, si ça va pas, le vendeur va dire bon, imagine le sales à la banque, tu le veux ou tu le veux pas, parce que moi, je vais passer à autre chose. Alors que nous, on a accès à cette plateforme-là, on arrive à tout faire très très rapidement. En plus, la plateforme peut elle nous permet d'optimiser au maximum les rendements, etc., en fonction de la durée, etc. Donc c'est au-delà d'une plateforme, c'est vraiment un pricer. Voilà. Donc c'est un outil qui nous permet de designer le produit en fonction des paramètres d'entrée, comme j'ai expliqué, l'horizon d'investissement, est-ce qu'il veut une garantie partielle ou totale du capital, son objectif de risque et de rendement. Et c'est aussi le choix de son sous-jacent. Donc nous, c'est vrai que on a l'habitude d'émettre des propositions de produits quand on a des idées sur les marchés, mais c'est vrai qu'aussi on a dans l'autre sens des clients qui veulent quelque chose de bien spécifique sur lequel nous on peut designer un produit sur mesure. Voilà. Et encore une fois, pour bien répéter, ce produit est émis et donc coté sur une bourse, donc il est accessible aussi via le compte titre directement du client. Donc il peut le souscrire directement dans sa banque locale. D'accord. Voilà. Et ça, c'est disponible. À partir de combien c'est disponible? On a parlé des certificateurs, c'était 1 000 €. Les produits structurés, est-ce que c'est là c'est pareil. Techniquement, c'est 1 000 €. Ils n'aiment pas trop. Non, mais le problème, c'est que les banques n'aiment pas trop ça. Pour les petits, en général, il va te dire. Alors, en fait, on pourrait techniquement faire 1 000 € à condition qu'on ait suffisamment de souscripteurs pour rassembler une taille importante, parce que faut rappeler qu'un produit structuré, c'est un produit qui est émis par une banque qui a il y a comme un coût d'émission, et c'est vrai que par rapport à ça, il faut que la taille, on va dire qu'à partir de 50 000 €, on arrive à dessiner à émettre un produit sur mesure. Donc si tu as 50 souscripteurs à 1 000 €, voilà. Par exemple, on pourrait faire un truc sur Vidéo Bourse. Enfin, moi je plaisante là-dessus, mais c'est vrai que si par exemple les auditeurs ils discutent entre eux, ils disent moi j'aimerais bien faire ça. En fait, nous, genre un exercice,
on prend en compte en fait leurs besoins, on structure un truc, on leur dit voilà, ça c'est possible, vous le voulez, on y va. C'est généralement comme ça qu'ils opèrent, c'est-à-dire qu'il y a une période de souscription. Chacun met 1 000 €, c'est sympa. Oui, voilà, il y a une période de souscription où généralement toutes les requêtes sont faites et à la fin de période de souscription, le produit est émis et distribué parmi tous les acheteurs du produit. Alors c'est vrai que plus forcément la taille du produit va être importante, meilleur on va bénéficier d'une économie d'échelle, donc on va pouvoir réduire le coût d'émission du produit et améliorer forcément le payoff, le potentiel gain du produit. Voilà. C'est intéressant quand même. Voilà. C'est des beaux développements. Enfin, moi je trouve que c'est bien. Et sur ce qui existe déjà, un produit structuré qui est déjà assez important, la personne peut rentrer avec 1 000 € s'il y a déjà l'encours nécessaire. Si déjà il y a une émission, s'il y a on va dire une collecte qui a été effectuée, oui, potentiellement oui. Après c'est vrai que ce genre de produit, typiquement ça reste quand même des tickets entre dizaines de milliers d'euros, on va dire, parce que ça reste quand même un produit de souscription, un produit sur mesure. Voilà. D'accord. Donc 10 000 € là par contre oui, on peut vraiment entrer sans problème, il n'y a pas cette question. Oui, voilà. Parce qu'ensuite, parce que quand même c'est des produits sur lesquels on peut rentrer et sortir. Donc il faut aussi que la banque émettrice doit racheter le produit, peut le racheter en cours de durée de vie du produit. Ce qui serait intéressant, parce que là on fait une petite présentation, c'est de faire vraiment des. Oui, mais on pourrait faire des webinaires. Vous pourriez faire un petit peu des focus. Ouais. Je sais pas, c'est par produit, parce que c'est vrai que là on rentre dans un. On pourrait expliquer la composition. On pourrait en parler 2 heures. Oui. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est technique, et effectivement, je pense que après pour mieux comprendre, il faudra rentrer encore dans le détail, mais ça donne une idée de tout ce qui est possible. Ce que je vous propose, moi, c'est de résumer rapidement ce qui s'est dit et ensuite de parler un petit peu de l'avancée de JFD et du bureau JFD France. Donc pour résumer, vous pouvez me reprendre si je me trompe, mais ce que vous venez de m'expliquer. Donc en gros, vos solutions, ça va être de démocratiser la gestion. Pour ça, vous proposez à des personnes qui veulent gérer des solutions à partir de 1 000 € par mois, 1 000 à 1 500 € par mois, pour pouvoir faire de la gestion. Pas nécessairement par mois. Alors si, c'est un coût fixe de... Ah, pour la gestion, pour la régulation. L'ombrelle de régulation, ouais. Donc si une personne veut faire de la gestion sérieusement et de manière régulée, ça va être un coût de 1 000 à 1 500 € par mois avec une régulation FCA, donc avec une société spécialisée basée à Londres. Tout à fait. Qui bénéficie du passeport européen. Qui bénéficie du passeport européen. Très important. Donc, ensuite, vous proposez. Il y a aussi une évolution possible, comme tu l'as dit, et je ne peux pas si on a propre société de gestion. Voilà ce que j'allais dire. Donc ça, c'est un premier ticket d'entrée, une porte ouverte pour des personnes qui auraient des idées dans ce sens et qui veulent se faire une idée de combien ça leur coûterait, de comment mettre la chose en place. Vous avez cette solution. Ensuite, il y a plusieurs choses qui existent pour évoluer si l'activité fonctionne bien. On a parlé de plusieurs choses, etc. Du côté de la personne qui souhaite investir, il y a plusieurs solutions possibles aussi. Ça va être des systèmes de MAM, des systèmes de certificats, des ETF et des solutions un peu plus coûteuses pour des fonds, etc. Après, concrètement, comment ça se structure, etc., on est rentré dans les détails. Je pense que c'est assez intéressant. Il y a la distribution aussi avec les CIF, les CGP, donc les clients qui veulent vraiment se renseigner et savoir quoi faire finalement, quel produit choisir. Ils peuvent très bien nous appeler. Parce que nous-mêmes, on a une licence de CIF, avec le Bureau France, on pourra en parler. Donc on est à même de conseiller les clients dans ce sens-là. Mais s'ils veulent aller voir leur propre conseiller qu'ils connaissent peut-être personnellement ou en lequel ils ont particulièrement confiance. Tout à fait. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ce résumé. Non, c'est très bien. Après les produits structurés, ça c'est quelque chose encore de différent. Mais qui est distribué principalement par les CIF pour l'instant. Tout à fait. Et qui répond à une demande bien spécifique du client qui veut plus ou moins mettre son capital à risque en fonction d'un type de rendement potentiel. Là, l'idée, si tu veux, c'est que nous, on a les propres produits qu'on développe chez JFD. Ensuite, tu as des gestionnaires émergents qu'on va accompagner. On peut intégrer en fait leurs propres produits à notre offre ou créer des choses comme ça. Mais au final, le client, lui, quand il va aller investir sur ces produits-là, ce sont des produits qui existent. L'intérêt des produits structurés, c'est de les designer, comme on peut dire, ou vraiment de les structurer, de les créer. Très bien. Selon les besoins du client. Spécifique du client. Voilà. Donc là, et puis après, c'est sur des durées. Et c'est super intéressant de pouvoir travailler de façon précise
pour répondre à des besoins spécifiques aussi avec ces produits-là. Ok, Adrien, tu es responsable du bureau français pour JFD. C'est ça. Ça fait quelques mois que vous avez ouvert. Quel est le bilan pour l'instant? On vient de parler pas mal de la gestion, mais comment ça se passe au niveau de l'activité de manière générale? Est-ce que vous... de manière on générale, a acheté une nouvelle machine à café. de manière générale, c'est vrai que nous on est très concentré sur tout ce qui est partie gestion. Moi je suis là-bas surtout pour faire tout ce qui est relation entre ce fameux canal de distribution de CIF et de CGP qui vont justement vendre les produits de JFD Wealth. Et je fais le rapport aussi avec les équipes compétentes de JFD Wealth qui ont des bons backgrounds en finance et tout ça, pour leur reporter ce qu'on voit sur les marchés actuels français, les demandes clients du moment, et eux travaillent en collaboration avec les équipes pour pouvoir sortir les meilleurs produits. On peut parler aussi des produits qu'on développe, là les stratégies multi-produits. Voilà, aujourd'hui on est... Les nouvelles stratégies ça quantitatives. peut-être que Diego est plus apte parce que c'est vraiment... Oui, la c'est vrai que dans le cadre de notre focus sur la gestion alternative, on va dire en stratégie propriétaire, on a Topspin, que je suppose les auditeurs connaissent, et on a aussi lancé un nouveau produit, un produit multistratégie, sur lequel en fait on intègre une dizaine de stratégies, qu'on a sélectionnées et qui sont intégrées au sein d'un portefeuille dont l'allocation est variable tous les mois en fonction des performances de chacune de ces poches-là. Voilà, donc, et ça, ça fait quoi, 3-4 mois que vous travaillez dessus on travaille dessus depuis 3-4 mois, on l'a lancé en réel là, on attend justement les tests pendant 2-3 mois pour commencer la commercialisation début d'année. Et on a une autre stratégie aussi quantitative qui tourne depuis un mois en live aussi, je crois. Qui est un trader en interne. Exactement. Voilà, qui est trader en interne et qui fait une belle performance. Qui fait une très belle performance. On n'a pas lancé... Pour l'instant, on l'a pas encore annoncé en fait. On est toujours en phase de test, mais là ça tourne assez bien. Ça justement qui fait partie de ce produit multistratégie. Ah aussi, d'accord. Voilà. Très bien. Mais c'est vrai que ça, on en aura. Je pense que ça sera distribué d'ici début d'année prochaine. Voilà, il y a beaucoup de développement, de recherche au bureau, c'est assez intéressant. Ok, avant de parler juste rapidement de l'évolution de JFD ces derniers mois, Cyril, on te retrouve régulièrement, donc c'est intéressant aussi d'avoir ça. Je voudrais évoquer une chose que vous venez de parler, c'était un sujet peut-être pour vous qui est moins bon, mais vous avez parlé de Topspin. Là, les derniers mois, on publie sur Vidéo Bourse en fait le suivi de la stratégie, etc. L'année dernière, les résultats étaient vraiment bons et réguliers. Cette année, il y a moins de régularité, les résultats sont un peu moins bons. Est-ce que vous avez un commentaire en fait par rapport à ça, et est-ce qu'il y a des choses qui sont faites Oui, c'est une bonne question, Fabien, c'est bien. Alors c'est vrai qu'avec Topspin, entre guillemets, donc on peut toujours trouver des excuses à droite à gauche, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été un petit peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on avait un ticket d'entrée sur Topspin à 25 000, si tu te rappelles, et c'était fait, si tu veux, pour répondre aux besoins de la stratégie, c'est-à-dire que on avait énormément de comptes sur la stratégie, des gros et des plus petits. Et on savait que passer sous la barre des 25 000, on prenait un risque finalement que certains tickets, certains ordres en fait, ne puissent pas être alloués à l'ensemble des comptes. Voilà, parce qu'il y aurait des comptes qui seraient trop petits. Alors ce qui s'est passé, c'est que sur les 2 premières années et demie en fait, que Topspin tournait, on a eu au tout début en fait des clients qui étaient affluents, qui étaient déjà clients de chez JFD, qui avaient pas mal d'argent et qui se sont dit ça m'intéresse ce type de technologie, de stratégie, donc je vais mettre un petit peu d'argent, donc avec des billets par exemple à 50 000. Et puis on avait une multitude aussi de clients qui observaient, qui regardaient un petit peu l'évolution de la stratégie, mais qui avaient peut-être un petit peu moins d'actifs disponibles, de liquidités, et qui se disaient bon ben moi je vais attendre un petit peu parce qu'un ticket à 25 000 ça fait un peu beaucoup. Donc en début d'année 2015, avec les résultats donc, des deux dernières années, c'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement parce que ça fait 2 ans que ça tourne, tout le monde est vraiment content. On a eu ceux qui étaient entrés sur la stratégie avec des tickets, disons, à 50, 100 000, qui ont d'un coup mis du 200, 300, 500 000, voire plus d'1 million, qui se sont dit là vraiment je suis content, j'y vais. C'était les plus affluents. Et on a en même temps d'autres qui hésitaient encore, qui se sont dit moi je veux y aller, mais par contre je peux mettre que 10 000. Et c'est vrai qu'on a pris à un moment donné la décision de réduire le ticket d'entrée. Et on s'est retrouvé
Enfin, moi, je l'explique avec. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas en train de gérer Topspin, mais Lars pourrait en parler beaucoup plus que moi. Mais on s'est retrouvé finalement avec une disparité entre des comptes très importants sur Topspin et des comptes beaucoup moins importants. Et la stratégie a été un petit peu bridée pour que l'ensemble des tickets qui soient émis par la stratégie, on sait qu'il y en a beaucoup, puissent être alloués en fait à l'ensemble des comptes. Donc ça a déjà sur quelques mois, les premiers mois de l'année, ça a un petit peu, endommagé finalement la performance de la stratégie. Il y a eu un certain temps pour arriver à comprendre pourquoi, parce qu'on se disait, bon, il y a des mois avec, il y a des mois sans. Et c'est vrai que sur les 3 années et demie que la stratégie a tourné, il y a eu quelques drawdowns, donc on peut bien le voir en fait comme ça. Donc on se disait, c'est peut-être une correction naturelle, et on s'est rendu compte que finalement, c'était pas ça, c'était simplement le fait d'avoir bridé cette stratégie-là, d'avoir accepté un petit peu trop de comptes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est repassé à un modèle. Moi je ne sais pas très bien l'expliquer, mais on est repassé à un modèle comme si c'était un fonds, c'est-à-dire au lieu d'avoir du multi-account, on a mis en fait l'ensemble des dépôts sur un seul pool. On a fait une communication, je crois que c'était en juin, à l'ensemble des clients en leur disant voilà, on est en train de changer la structure pour pouvoir mieux supporter tout ça. Mais ce qui va être le plus important et ce qui va vraiment faire une différence avec les performances de Topspin, ça va être de pouvoir mettre Topspin sous un modèle de certificat. Et ça, je crois que on est en train de tester tout ça. Et ce que j'ai compris moi, c'est que sous le certificat avec la NAV, enfin je sais plus, il faudrait que tu en parles plus sur des termes techniques, mais Topspin va pouvoir repartir comme ça tournait avant. Et en plus de ça, il n'y aura plus de limitation. C'est-à-dire que le client qui voudra mettre 1000 euros pourra mettre 1000 euros, celui qui voudra mettre 2000, et celui qui veut mettre 1 million ou 2 millions pourra le faire aussi. Donc pour nous, c'est le lancement de Topspin sur les certificats qui va vraiment faire une grosse différence. Moi, je l'attends avec impatience et je sais que ça va vraiment transformer. On peut clé que la performance moyenne annualisée sur Topspin sur l'ensemble des 3 années et demie, ça reste quand même 23,40% ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même pas négligeable. C'est vrai que cette année a été un petit peu moins bonne. On peut aussi rappeler qu'on a des paramètres de risque sur Topspin avec un drawdown maximum de 20%, c'est-à-dire que si la stratégie perd plus que 20%, et c'est JFD en fait, comme société de gestion, qui va garantir finalement que les clients ne perdront jamais plus que 20%. Donc on sait très bien qu'on n'en est pas là. On peut voir aussi que la stratégie s'est extrêmement bien comportée au moment du franc suisse, quand la BNS a fait son coup. Et je crois que sur la journée, Topspin a terminé flat, donc à 0%. Donc il n'y a pas eu de perte, il n'y a pas eu de gain. Donc elle se comporte assez bien. Et c'est intéressant parce qu'au tout début, tu parlais un petit peu d'eToro, MyFXBook, etc. C'est vrai que ce sont des solutions où il n'y a pas de risque maximum, finalement, de paramètres de risque prédéfinis. Quand on investit sur Topspin ou sur d'autres solutions sur lesquelles nous on travaille, on a un risque, le client signe, et c'est très bien que la perte maximum peut être de 20%, 30%, 10%, ça dépend des paramètres. Donc ça, je crois que c'est aussi important de le rappeler. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu plus sur le certificat. Comme on en a un petit peu évoqué, parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le certificat, ça apporte donc énormément de flexibilité, notamment ça va l'apporter justement pour Topspin, puisque le fait de regrouper tous les encours au sein du même fonds, et puis de pouvoir justement, on parlait de cette scalabilité au niveau des volumes, etc., va se faire beaucoup mieux que sur des comptes MAM ou PAM, sur lequel il doit y avoir une diffusion des ordres entre les petits comptes et les gros comptes. Là, tout va être regroupé au sein d'un même pool et valorisé indépendamment par l'émetteur du produit, ce qui va nous permettre de tout traiter au sein d'un même compte et donc de s'affranchir, on va dire, de tous ces problèmes, de toutes ces différences entre les comptes, quoi. Je pense que c'est intéressant, tu sais, Fabien.
tous les développements là sur le fonds d'investissement au Luxembourg, les certificats en Suisse ou en Allemagne, etc. Tous ces processus d'accompagnement, finalement, ils découlent du travail qu'on fait en interne pour nous-mêmes optimiser nos produits. Donc c'est un petit peu comme une écurie de Formule 1 qui va innover avec des nouveautés et qui va décliner ça un petit peu sur les véhicules de tourisme. Ouais. Voilà. Donc nous, c'est ça qui est vraiment intéressant. Une fois de plus, ce qu'on est en train de développer, ce qu'on met en place, on essaye d'en faire bénéficier au maximum, si tu veux, les clients, et donc notamment les gestionnaires ou les clients finaux, les investisseurs. Voilà, ça fait partie de ce positionnement qui est 100% orienté client. Et on est vraiment très content de ce qu'on est en train de faire, parce que petit à petit, et notamment là en rencontrant la presse, on sent bien même... Quand on était à Londres, ils nous disaient enfin un courtier gestionnaire qui essaye de travailler dans le sens du régulateur, qui essaye de travailler dans le sens du client final et du gestionnaire en mettant en œuvre tout ce type de service-là. C'est vrai qu'on entend trop souvent, on peut peut-être le rappeler rapidement, mais il y a pas mal de courtiers partout dans le monde. Hein. Ça peut être en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Asie. On n'a qu'à faire des recherches sur Internet et on voit le régulateur australien qui va mettre en garde ou qui va fermer tel organisme de gestion qui traitait sans régulation ou tel courtier. C'est arrivé plein de fois aux États-Unis, on le voit souvent. Et c'est vrai qu'il y a un manque de contrôle. Donc, moi, j'ai toujours dit aux équipes, dans ce métier-là, on peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et puis après, on prend le risque. Ou alors, on peut vraiment tout structurer de A à Z, dans le sens du régulateur, dans le sens du client, dans le sens du broker, dans le sens des partenaires, les fournisseurs de liquidités, les banques, etc. pour éviter finalement tout problème qui nuise à la santé de l'entreprise et surtout de l'industrie et du client. Parce qu'un client qui perd ou qui a des problèmes, c'est un client qui a gagné de l'argent durement et qui l'a perdu. Donc je crois que c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus constamment et de travailler sur des produits vraiment complètement régulés. Il ne faut pas prendre de risques. Voilà. Très bien. Ouais. En conclusion, les avancées de JFD ces derniers mois, comment se porte l'entreprise et l'évolution par exemple au niveau des volumes, qui est un peu la référence pour comparer les courtiers les uns aux autres. Alors là, je pense dans les prochains jours, je crois qu'il y a le prochain rapport trimestriel de Finance Magnet qui va sortir. Donc nous, on a été sur le premier trimestre 2015, on a été coté à 39 milliards de moyenne mensuelle. Sur le deuxième trimestre, on est passé à 44 milliards. Sur le troisième trimestre, il y a une petite baisse d'activité. On est passé, je crois, à 41 milliards. Donc on va voir un petit peu comment les autres se sont comportés. Mais on sait que, je crois, les mois de juillet et d'août n'étaient vraiment pas folichons. En août, il y a eu une journée où ça a un petit peu pété. Hein, on s'en rappelle. Hein. Bon, d'accord. Mais sinon, c'était assez calme. C'est normal, c'est les périodes de vacances, quoi, c'est les périodes estivales. Par contre, là, je peux dire que ce mois-ci, ça démarre assez fort. Moi, je vois de beaux volumes, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on prépare quand même, pour la première fois de l'histoire de JFD, on se prépare à lancer une sorte de promotion pour les clients JFD. C'est vrai qu'on entend souvent parler de ces promotions, là, les crédits bonus, des trucs comme ça. On sait très bien que c'est pas, ça va pas dans le sens du client, hein, parce qu'on vous dit déposer 10 000 et on va vous donner 1000, mais il faut traiter un certain nombre de fois pour arriver, donc faut le payer, quoi. On faut le payer, et puis voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire en fait les frais de commission via une sorte de promotion. Voilà, je ne veux pas tout dire, mais l'objectif final, c'est de réduire encore plus les frais de commission. Et on a fait des études sur différentes stratégies, etc. Et on a vu que quand on va traiter, par exemple, sur l'euro-dollar, on va publier tout ça. Hein. Quand tu traites sur l'euro-dollar avec une moyenne, des coûts de trading moyen de 3,2 pips, et ben les chances sur un an
d'exploser ton compte. Elles sont de 99%. Comme quoi, vraiment, ça impacte énormément ces frais de trading sur la performance. Si tu passes à 2,2 pips sur un an, tu as 53% de chance d'exploser ton compte sur différentes stratégies. Et nous, avec JFD, on a été classé en fait par un organisme TradeProofer. D'ailleurs, je crois qu'il était à Londres. Tu as dû le rencontrer. On en reparlera. On n'est pas bien pour l'instant, mais voilà. Peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir prochainement. Voilà. Et ben, c'est un organisme comme ça qui liste les vrais frais en fait moyens de courtage des brokers sur les différentes paires de devises. Donc nous, on était sur l'euro-dollar à 0,74 pips, et dans ce cas de figure-là, sur tous nos tests, bien sûr, c'est nous qui faisons ces tests, mais ça ne veut pas dire qu'on est biaisé. Les chances de rester flat ou profitable, elles sont de 100%. Donc on s'est dit que c'était super important pour nous d'aller dans le sens du client. On va bientôt fêter notre 4e année, et donc pour célébrer tout ça, on va mettre en place cette promotion en disant aux clients, voilà, on est super content, on vous remercie de tout ce qui a été accompli ensemble, et on va réduire ces frais de commission pour faciliter encore plus votre activité de trading. Ça, c'est un truc qui va être assez sympa, qu'on va annoncer assez bientôt. Voilà pour les dernières activités. Ouais. Très bien. Eh bien, merci Super. pour vos réponses, vos précisions. On vous retrouvera sans doute bientôt lors d'événements ou peut-être de webinaires pour expliquer justement ces fameux produits structurés. Ouais. Je pense que ce serait intéressant de. Et ça, les produits structurés, si l'audience là nous dit tiens, moi j'aimerais bien faire ci, ça, ils se mettent d'accord, on en crée un pour eux. Moi j'aimerais bien. Ça pourrait être sympa. Un appel lancé, on verra ça. Allez, ça marche. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup Fabien.